va allonger un petit peu les horizons de temps à présent, mais restons évidemment sur la thématique climatique avec Laurent Jacquier-Laforge, qui est le directeur de l'investissement durable de La Française, à nos côtés en plateau. Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez fait un travail prospectif en profondeur, là, justement, sur la question des allocations d'actifs stratégiques cibles. Je dis pour les prochaines années, mais peut-être pour les dizaines, pour les prochaines dizaines d'années qui sont devant nous, parce que là, on parle vraiment d'allocations cibles pour les grands institutionnels, les grands fonds de pension, les grands fonds de retraite, les asset owners, comme on les appelle, qui ont des horizons de temps évidemment très très longs. C'est ça, Laurent. Hein. Oui, bien sûr, pour eux qui en sont conscients, mais pour vous et moi aussi, peut-être, il faut se poser la question, en fait, est-ce que c'est pas un peu la fonction d'épargne que de transmettre d'une génération à l'autre? Pardon. Et là, on parle vraiment d'intergénérationnel quand on vise 2100, ce qui est l'objet de notre travail, avec de premiers résultats possibles pour 2050. 2050, c'est pas si long finalement. Hein. Et la question, c'est le facteur climatique va devenir un déterminant aussi important que la croissance, l'inflation, la liquidité qu'on trouve dans les marchés, et même plus précisément, c'est là où vous allez nous expliquer la méthodologie, c'est la gestion de l'urgence climatique, qu'elle soit un échec ou un succès, va avoir forcément un impact sur ces allocations d'actifs stratégiques. C'est exactement tout le sujet de notre travail. Vous avez parlé tout à l'heure de bascule. On pense que nous sommes en train de vivre une bascule qui est quasi aussi importante que celle qui nous a amené à quasiment 50 années de croissance. 50 années de croissance qui sont très largement liées à la consommation d'énergie. Vous superposez les courbes, vous verrez, ça fonctionne très bien. Quantité d'énergie, croissance du PIB, ça marche. Et donc aujourd'hui, la source d'énergie vont certainement évoluer. Quelle sera la nature de la croissance? Forcément, ça influencera la croissance du PIB, ça influencera l'inflation, les taux d'intérêt et donc les allocations. Ouais. Comment vous avez travaillé là? Quelle est la méthodologie? C'est important de comprendre d'ailleurs que vous avez suivi, et quels sont les grands enseignements auxquels vous êtes arrivé, Laurent? Alors la méthode, d'abord, on est parti, comme il s'agit quand même de faire des prévisions, d'être très prospectif, puisque en fait cette notion de bascule fait qu'on pense que les constats historiques ne nous servent pas vraiment pour générer des scénarios pour le futur. Donc on est parti des travaux du GIEC, à peu près comme tout le monde. Au moins les climatologues nous donnent quelques éléments. Les climatologues nous donnent des notions d'intensité, de réchauffement par région et dans le temps. Et ces climatologues se sont réunis, scientifiques, avec des économistes pour nous proposer des scénarios partagés qu'on appelle des SSP. Il y en a 5. En fait, il y en avait quelques milliers. Ils ont été regroupés en 5 grandes familles. Et pour dire les choses très simplement, le scénario 1, c'est le scénario vertueux, celui qui est en ligne avec les souhaits des Nations Unies, donc les ODD et tout ce que nous connaissons, les objectifs de développement durable. Et le scénario 5, c'est un scénario qui reste très carboné et qui nous amène à des tensions entre les pays. C'est presque un scénario guerrier. Alors, c'est pas nous qui l'avons mis en place, encore une fois, mais c'est ça, entre quelque chose de très vertueux. Ouais, le succès d'un côté et à l'extrême inverse, la capitulation et l'échec collectif, on va dire, face à ces défis et cette urgence. C'est exactement ça. Ouais. Alors, une fois que vous avez ces variables climatiques qui influencent les variables économique au sens large, eh bien, vous utilisez ce qu'on appelle des modèles intégrés. Alors, des modèles intégrés, vous savez que Nordhaus a eu un prix Nobel d'économie sur ce sujet. Il y en a beaucoup. Quasiment toutes les universités aujourd'hui proposent leur modèle intégré. Nous avons travaillé à partir des équations de Kaya, qui, comme vous le savez peut-être... vous allez nous le rappeler, Laurent. 4 grands éléments, en fait, la démographie, l'intensité d'énergie que vous avez dans votre production, et ensuite, quelle est la nature de l'intensité en CO2 de cette énergie. Et quand vous multipliez ces 4 éléments et que vous les associez entre eux de différentes façons, vous pouvez bâtir votre modèle intégré. C'est ce que nous avons fait, parce que, en fait, pour arriver à trouver la substance, c'est moins les résultats aujourd'hui qui nous intéressent que la démarche. Parce qu'évidemment, cette démarche, elle va s'ajuster avec le temps. Est-ce qu'on va plutôt aller vers un scénario vertueux ou un scénario catastrophique? Et à partir de là, eh bien voilà, il faut s'occuper de l'épargne. L'épargne, pour la valoriser, il faut minimiser le risque. Donc, c'est tout le sujet de ces modèles d'allocation. Est-ce que vous aboutissez à des changements profonds, radicaux, justement, pour ces allocations d'actifs stratégiques de demain par rapport aux dernières années, aux 50 dernières années, par exemple, Laurent? Alors, en fonction des scénarios, on ne pourra peut-être pas tous les détailler, mais entre les deux extrêmes et un scénario médian, quels sont les enseignements là auxquels vous aboutissez? Les enseignements sont plutôt intéressants. D'abord, on a fait un travail qui me semble assez révélateur. On a fait une rétropolation sur les 25 dernières années d'application de notre modèle. Et comme par hasard, on se retrouve dans le SSP5, c'est-à-dire
la version fossile, intense, et les tensions entre les contrées. Je vous rappelle quand même que l'énergie et le pétrole a bâti la géopolitique de nos régions sur ces dernières années. Ouais. Donc il s'agit véritablement de changements importants. Donc notre scénario appliqué sur les 25 dernières années, plutôt le constat des 25 dernières années, c'est le SSP5, c'est-à-dire la tension, l'échec fossile. Donc voilà, ça c'est le point de départ, c'est toujours bon. C'est bien de le rappeler. Oui. Ensuite, lorsqu'on se met dans un scénario plus vertueux, eh bien, de façon intéressante, puisque là il y a aussi une bascule, mais une bascule vers une forme de croissance différente, les actions sont la principale composante de notre allocation. C'est quasi 30%. Dans le meilleur des scénarios, ça peut monter jusqu'à 50%. Donc il est intéressant. Alors après, évidemment, il y a des questions liées à la rotation entre secteurs, entre les régions. Toutes ces questions restent valides. Mais la part des actions peut monter jusqu'à 50% de l'allocation dans la version la plus vertueuse. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme nous aussi, nous gérons à la fois des immeubles et des valeurs mobilières. On s'est interrogé sur la place de l'immobilier. La place de l'immobilier reste relativement forte, mais pour des raisons de diversification, parce que c'est un peu aussi le travail de l'allocation, c'est d'assurer un peu de diversification, ça sera plutôt de l'immobilier de logement, quand la part des actions sera très forte, alors que quand on a plus de taux, ce qui est dans des scénarios plus conservateurs, alors ça sera plus de l'immobilier de bureau que nous associerons avec les deux. Donc vous voyez, le sujet consiste à coupler ces différentes classes d'actifs dans des différents cas de croissance sous tension. C'est un travail qui, qui est déjà intégré par les grands asset owners pour lesquels vous travaillez, entre autres, Laurent. Est-ce que où est-ce qu'on en est du processus de réflexion, du processus justement de modélisation dans ces grands détenteurs d'actifs ? Alors la pression est forte, parce que vous avez probablement noté que les banques centrales avaient édité des rapports sur ces sujets, quelles sont les contraintes liées au réchauffement climatique et quel est le niveau de risque qui va y être associé, notamment pour les assureurs ou pour les grands fonds de pension. Donc aujourd'hui, les quelques modèles ou les quelques résultats que j'ai vus, c'est en gros des systèmes où pas grand-chose ne bouge, parce que finalement, c'est assez rassurant et ça permet de ne pas bousculer trop les modèles. Les fonds de pension nous interrogent. En fait, ils avaient un regard un peu presque amusé sur ce travail. Aujourd'hui, ils ont un regard plutôt intéressé. Oui. Ouais. Et aiment savoir ce que les modèles économiques nous donnent sous contrainte de réchauffement climatique en matière d'inflation, en matière de taux et donc très logiquement d'allocation. Donc l'intérêt monte. Oui, on espère. Non, mais est-ce que l'écosystème réglementaire, alors on parle de la réglementation ESG, mais toute la réglementation prudentielle également, qui entoure ces grands détenteurs d'actifs, est-ce que le cadre réglementaire permet ou permettra demain, justement, de modifier peut-être en profondeur certaines de ces grandes allocations ? C'est une question importante puisque, comme vous savez, cette réglementation prudentielle, et on l'a hérité essentiellement de la crise de 2008, et toutes les questions liées à la quantité de fonds propres qu'il faut mettre de côté selon la nature de vos investissements restent le moteur principal de cette allocation puisque la contrainte de la disponibilité des fonds propres est l'élément le plus pratique et le plus immédiat. Mais au même titre que la performance, quand moi je vous parle de performance à 20 ou 30 ans, et on se pose la question sur la performance du mois d'octobre, vous voyez, il y a un moment où il faut rattacher les deux. Je pense que, notamment sous la pression des banques centrales et de leurs travaux, ces questions liées au changement climatique vont apparaître de façon plus prégnante que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est véritablement la consommation de fonds propres qui est le moteur principal de l'allocation. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une prise de conscience rapide, peut-être à un moment, une forme d'accélération de la part des épargnants également, qui sont également des consommateurs, des contribuables, enfin, on a tous plusieurs casquettes. On voit quand même que dans une partie de la consommation, les consommateurs sont déjà très acteurs, très engagés. Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui à travers leur épargne ? Est-ce que les gérants d'actifs sont aussi au rendez-vous des promesses en matière d'ESG ? On a beaucoup parlé de l'étude CDP, du Carbon Disclosure Project cette semaine. Voilà. En gros, l'impact des fonds, l'impact de la finance aujourd'hui est très en deçà de ce qu'on pourrait imaginer si on veut vraiment que la finance soit un levier nécessaire pour cette transition écologique.
Alors, il ne s'agit évidemment pas de polémiquer la nature des mesures que vous retenez pour savoir si la finance a été efficace, le temps que vous vous donnez. Parce que la transition environnementale comme la transition énergétique, c'est quelque chose de temps long. Le rapport RTE qui vient juste avant les élections présidentielles est un élément. Il vous propose des scénarios, là aussi, différentes possibilités. Il y a des choix politiques à faire. Et donc, évidemment, les élections que vous évoquiez précédemment, qu'elles soient françaises ou allemandes, mais particulièrement françaises en ce qui nous concerne, seront marquées par ces éléments. Donc oui, la prise de conscience existe. Oui, les financiers font. Les financiers, il y a deux faces de cette même pièce. Ouais. La première face, c'est financer la transition. C'est bien le rôle, et c'est le rôle de la réglementation qui nous pousse à le faire. Il y a une deuxième phase qui sert aussi, qui exige que nous préservions notre mission vis-à-vis des épargnants. C'est-à-dire préserver leur capital. Leur capital, la performance du capital, la minimisation de leurs risques associés à cette performance. Si vous n'associez pas les deux, vous cassez le fil sur lequel vous êtes en train de tirer. Donc cette dimension est essentielle. Il y a bien deux faces à cette même pièce. Donc pour ce qui est du financement de la transition, il se fait. Regardez, on évoquait précédemment le prix des éoliennes, des énergies renouvelables, les fonds de private equity ou de private debt qui investissent dans ces domaines se rendent compte que le manque d'objets fait que les prix montent et que donc la rentabilité baisse. Donc il va falloir qu'il y ait de nouveaux projets qui se mettent en place, probablement plus ambitieux, qu'il faudra financer. Et aujourd'hui, tout est prêt pour ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Laurent, d'avoir été avec nous pour évoquer donc ces travaux de recherche prospective que vous avez menés sur les allocations d'actifs de demain sous contrainte climatique. Laurent Jacquier-Laforge, qui était à nos côtés en plateau, directeur de l'investissement durable de la Française, et Jean-François Bay, je le rappelle, le directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois. Voilà pour Smart Bourse, l'émission de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.